en allemand, c'est 2 siècles plus tard. Vous avez tous entendu parler de Luther, naturellement, et la réforme. Mais il y a quelqu'un qu'on connaît beaucoup moins. C'est Thomas Müntzer. Alors, je vous parle de Thomas Müntzer, je pourrais vous parler aussi d'autres personnes, mais bon, je n'aurai pas trop le temps de détailler. Hein. Wendell Hitler, si ça vous intéresse, tout est là-dedans. Voilà. Je vais quand même vous signaler qu'est-ce que ces gens-là voulaient. Alors, en Allemagne, bon, vous savez, ça, c'est Engels, dans un de ses ouvrages, qui dit à l'époque, bon, on est quand même à la sortie du Moyen-Âge, si vous voulez, hein, 1525. Les luttes politiques avaient encore, si vous voulez, une coloration religieuse. Bon, c'est l'Occident chrétien quand même. Hein. Bon. Eh bien, Thomas Müntzer, lui, contrairement à Luther, il a pris la tête des paysans allemands. Vous savez que Luther ne jouait pas du tout dans le même camp. Hein. La meilleure preuve d'ailleurs, ça vous le savez, c'est que lui-même a appelé, dans un texte qu'on connaît très mal d'ailleurs, on parle beaucoup du fait qu'il a traduit la Bible, je ne serai pas trop critique vis-à-vis de Luther de ce côté-là. Hein. Il a largement contribué à effectivement libérer l'Occident de la théocratie pontificale. Hein. D'accord ? Théocratie pontificale. Si vous avez des questions là-dessus après, on pourra en dire deux mots. Mais il a quand même contribué à la répression sanglante du mouvement paysan, et notamment de celui de Thomas Müntzer et de ses camarades, qui ont tous été d'ailleurs, comme Guillaume Carle, hein, assassinés. Bien. Et cette révolte paysanne, pourquoi je vous en parle ? Parce que comme en France déjà, vous avez là des assemblées paysannes de village. Des assemblées paysannes de village qui se réunissent, qui prennent des décisions et qui veillent à l'application de ces décisions. Et quel était leur programme à ces paysans allemands du XVIe siècle ? Bien, je vais vous en citer 2 ou 3 mesures. D'abord, la commune rurale doit être la base de l'organisation sociale. La noblesse doit renoncer à ses privilèges. La terre est le bien indivis des paysans. L'assemblée de communes dirige les affaires. C'est pas 1880, hein, ça. C'est 1525-26. Déjà le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que la commune gère toutes les affaires qui concernent la commune. Les institutions supérieures n'interviennent que lorsque les habitants de la commune eux-mêmes ne peuvent pas régler ces problèmes. Ça vous rappelle rien, ça ? Ça vous rappelle tous les leaders politiques du XIXe siècle, genre Proudhon, Bakounine, Kropotkin et autres. Mais aussi un certain nombre de marxistes qui n'étaient pas forcément d'accord avec l'État central. J'y reviendrai. Bien. Et aussi l'élection des prédicateurs. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, les luttes de classe à l'époque avaient une coloration religieuse. Vous voyez, eux, ils sont déjà pour l'élection des prédicateurs. Et bien évidemment, l'abolition du servage. Principale mesure. Inutile de vous dire que c'est un petit peu ça qui a fait que cette révolte paysanne a été écrasée dans le sang. Bien. Je passe sur un certain nombre de philosophes que vous connaissez tous, qui ont quand même apporté leur pierre, hein, les Thomas More avec l'utopie, les John Ponnet avec sur la théorie du tyrannicide, d'accord ? Bref. Et puis tous les philosophes des Lumières, vous les connaissez, je ne vous ferai pas l'injure de vous les rappeler, de la Boétie, absolument à lire, la Boétie, la servitude volontaire, jusque naturellement à Rousseau. Et puis, la conclusion, je dirais, de cette période historique, c'est la grande Révolution française. 1789, on va quand même la faire commencer là. Ils ont pris la Bastille. Jusqu'au 9 Thermidor. Très exactement le 9 Thermidor. Je crois que ça doit être le 30 juillet 1794. Vous connaissez tous Thermidor, naturellement, qui a mis fin au comité de salut public révolutionnaire et aux grands révolutionnaires, si vous voulez, qui ont mis en place la Première République. Hein. Il ne faut pas oublier que la Première République française, c'est pas 1789. Encore une fois, c'est septembre 92, donc après le 10 août, dont je vous parlais tout à l'heure. Vous savez que le 10 août, ce sont les sans-culottes qui ont pris d'assaut les Tuileries. Je vais y revenir. Bon, la Révolution française, je ne vais pas non plus vous bassiner avec quelque chose que vous connaissez déjà. Il y a 2 choses à savoir, à mon avis, et qu'il faut bien distinguer. Parce que c'est ça qui va déterminer la suite.
Vous avez deux théoriciens, à mon avis, qui méritent d'être connus. Beaucoup méritent d'être connus. Il y en a deux qui me paraissent très importants. Bon, le premier, c'est Sieyès. Celui-là, vous ne l'attendiez peut-être pas. Sieyès, voilà, qui a traversé tous les régimes, Sieyès. Hein. Il est mort dans son lit, tranquillement. Voilà. Il a quand même écrit « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Mais il a quand même aussi été le théoricien et je dirais non seulement le théoricien, mais le tacticien du coup d'État de Napoléon au 18 Brumaire 1799, d'accord ? 18 Brumaire en 8, si vous voulez parler en calendrier révolutionnaire. Alors je ne résiste pas au plaisir, entre guillemets, de vous lire un petit passage de Sieyès qui va tout de suite vous donner le personnage et qui va tout de suite vous indiquer qu'est-ce qu'il entendait par démocratie, lui, et qu'est-ce qu'il entendait par représentation, lui. Voilà, c'est très clair, ça fait 4 lignes et demie. Citation de Sieyès, j'ouvre les guillemets. Les citoyens passifs, vous vous souvenez qu'il y avait 2 catégories de citoyens, les actifs, c'est-à-dire ceux qui étaient propriétaires, et les passifs, qui ne pouvaient pas payer 3 journées d'impôts par an. Ceux-là n'avaient pas de droit de vote, 3 journées par an. Et il y avait un paquet de citoyens, je peux vous dire, qui ont été écartés du suffrage universel parce qu'ils ne pouvaient pas, du droit de vote, parce qu'ils ne pouvaient pas payer naturellement. Là. Donc lui, il s'adresse, pour lui, si vous voulez, les citoyens, ce sont simplement les citoyens actifs, c'est-à-dire les riches. Donc là, il parle des citoyens passifs. J'ouvre les guillemets. Les citoyens passifs, non propriétaires, ou qui ne peuvent pas payer les 3 journées ouvrières, sont des malheureux voués aux travaux pénibles, producteurs de la puissance d'autrui et recevant à peine de quoi subsister, leur corps souffrant et plein de besoins. C'est une foule immense d'instruments bipèdes. Pas moi qui parle, hein, c'est SIC, j'ai rajouté, moi, vous verrez. Sans liberté, sans moralité, et ne possédant que des mains peu gagnantes et une âme absorbée. Est-ce que ça vous rappelle rien, ça? Que notre ami Sieyès, il n'a pas inventé ça. Il est allé pomper ça chez Aristote. Et si vous vous souvenez, pour ceux qui ont fait un petit peu de lecture grecque à cette époque-là, qu'est-ce qu'il disait Aristote? Il disait, le jour où les navettes fonctionneront toutes seules, il n'y aura plus besoin d'esclaves. Eh bien, Sieyès, voilà, pour lui, si vous voulez, les citoyens passifs, c'est des instruments bipèdes et ils ne doivent avoir aucun droit politique. Seuls les citoyens actifs ont la possibilité d'élire leurs représentants. C'est la souveraineté nationale. Et donc, l'Assemblée nationale, une fois constituée, a tous les pouvoirs. C'est-à-dire que le peuple, même les citoyens actifs, n'ont plus droit à la parole, puisque ce sont les représentants qui décident de tout. Et dans sa formule, les représentants veulent et décident pour le peuple. C'est clair, hein? C'est clair. C'est le dessaisissement du peuple par l'intermédiaire d'une conception abstraite de la souveraineté de la nation, laquelle nation est représentée par les députés. Pouvez-vous me dire ce qui a changé depuis? Nous en sommes toujours à la démocratie dite représentative. Je vais revenir, bien sûr. C'est simplement pour vous dire un petit peu d'où ça vient tout ça, mais vous le saviez bien sûr. Bon, en face de quoi? Il y a une autre théorie. Qui est la théorie puissante qu'il faut que nous reprenions absolument dans ces temps un petit peu troubles? C'est Rousseau, bien sûr, et la souveraineté du peuple. Puisque pour Rousseau, même si parfois dans d'autres ouvrages, il est un petit peu moins précis, pour lui c'est clair dans le contrat social. La souveraineté ne se représente pas. Et donc c'est lui l'inventeur, sans contestation possible. Enfin, on va dire, pas l'inventeur, puisque ça existait déjà chez les Grecs. Donc il n'a pas inventé. Mais il l'a théorisé. Et c'est la théorie du mandat impératif. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et donc pour Rousseau, si vous voulez, c'est le peuple qui est souverain. C'est pas la nation. Notion abstraite. Et le peuple, c'est tous les citoyens, hommes et femmes compris. Bon, et ça, cette théorie de la souveraineté populaire, si vous voulez, est en contradiction totale avec ce que nous a dit Sieyès tout à l'heure. Et donc, vous avez les deux conceptions qui s'opposent, déjà,
en 1789-1791, la souveraineté nationale qui va donner la monarchie constitutionnelle, avec l'Assemblée, législative, constituante puis législative. Et puis vous avez la souveraineté populaire qui donnera quoi? La Convention, qui elle a été élue au suffrage universel, contrairement à la constituante et à la législative, hein, qui ont été élues sur la base du suffrage, on va dire comme ça, censitaire. C'était du suffrage censitaire, d'accord? Bon, voilà les deux conceptions de la souveraineté, si vous voulez, qui se sont heurtées dès 1789 et même un peu avant. Entre parenthèses, on me dit, ah oui, mais la France n'a pas été la première, le premier pays à faire une révolution de cet ordre. Alors on vous cite, bien sûr, 1686, je crois, le fait que les Anglais aient guillotiné, c'est eux qui ont commencé, hein. Leur roi, Jacques Ier, je crois. Bon. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas de suffrage universel, c'était toujours un suffrage très censitaire, très limité, voilà. Vous deviez avoir, tout compris, 90 ou 100 000 personnes qui votaient, c'est tout. Bon. D'ailleurs, la preuve, c'est que même si elle est bien réduite, la monarchie existe toujours, me semble-t-il, en Angleterre. Bon. Il n'y a pas eu, si vous voulez, de phénomène révolutionnaire tel que nous l'avons vécu en France. Quant aux États-Unis, parlons des États-Unis. 1776. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Et les fameux, comment on les appelle? Les founding fathers, vous savez, les pères fondateurs. Qui c'étaient ces pères fondateurs? Ben, je ne vous apprends rien. C'était des esclavagistes. Des esclavagistes, d'accord? Et c'est eux qui ont mis en place la Constitution, encore aujourd'hui valable, hein, aux États-Unis, qui se caractérise par un point essentiel, à mon avis. C'est que ce n'est pas le peuple qui décide de l'élection du président. Vous connaissez le système. C'est des grands électeurs. Donc vous avez un filtrage du suffrage universel, si vous voulez, populaire, par ces grands électeurs. Bon, ceci dit en passant. Et puis vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis, naturellement, où la fameuse démocratie américaine a quand même vécu presque 2 siècles avec l'esclavagisme. Est-ce qu'on peut considérer que nous avons là affaire à une authentique démocratie? Je ne pense pas. Bien, donc la grande révolution française est bel et bien la seule révolution, à l'époque, par la théorie de la souveraineté du peuple, mis en place un système qui commençait à être démocratique, puisque malheureusement, les femmes n'étaient pas incluses dans ce système, même chez nous. Vous voyez un peu, on a des progrès à faire quand même, hein, sur un certain nombre de sujets, même encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein, ce n'est pas les femmes qui sont présentes qui me diront le contraire. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Bref, donc voilà un petit peu comment se conclut cette première partie, si vous voulez. Donc vous voyez, la Grèce, Rome, les paysans, la grande révolution française, paysans d'Allemagne et en France, la grande révolution française, quelques petites choses en Angleterre, quelques petites choses aux États-Unis, avec les limites que je vous ai expliquées. Très bien. Qu'est-ce qui se passe après la Révolution française? Alors c'est là que c'était déjà intéressant, là. J'espère, pour vous intéresser. Mais là, ça devient encore plus intéressant. Parce qu'il y a un certain nombre de choses dont on parle encore moins. Bon, on a quand même tous eu quelques petits cours sur la démocratie grecque, sur Rome, sur Luther, sur la Grande Révolution française quand même, encore que c'est de moins en moins malheureusement, et avec des interprétations très contestables. Hein. Voilà, je ne rappellerai pas le fameux débat du bicentenaire de la Révolution qui a été complètement saboté à l'époque. Hein. Bref, si vous avez des questions là-dessus, on y répondra. J'essaierai d'y répondre. Bon, on passe. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Bon, alors je passe tout de suite, parce que bon, vous connaissez tout ça. Bien entendu, les premières révolutions, Isaac en a parlé, tout de suite après Thermidor, qui est effectivement le mouvement babouviste. Voilà. Et sachez que pour Marx, entre autres, hein, Babeuf, c'était le premier communiste. Bon, alors, vous savez comment s'est terminée cette aventure. Hein, malheureusement, il a été, comme d'ailleurs Robespierre, guillotiné. Donc, ce mouvement, si vous voulez, a quand même compté dans la mémoire collective française, hein, ce mouvement babouviste. Bon, j'entre pas dans les détails,
Il y a des ouvrages là-dessus, si vous voulez, qui sont très très intéressants à lire. Bon, Révolution de 1830, Révolution de 1848, on connaît à peu près, même si elles ont mal tourné. Hein. D'ailleurs, quelle est la Révolution, hélas, en France, qui n'a pas mal tourné? Dont, naturellement, celle-ci. Mais quand même. En France, il faut le savoir ça, entre le 10 août 92, dont je vous parlais tout à l'heure, jusqu'au 9 Thermidor en deux, c'est-à-dire 30 juillet 1794. Vous voyez, c'est quand je dis fulgurance historique. Ça ne dure pas longtemps, cette affaire-là. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le 10 août 92 et le 30 juillet 94? Et ça, très peu d'auteurs en parlent. Albert Soboul en parle, quelques autres. Et avant lui, Mathiez et autres. Hein. Bon, bref. Eh bien, vous aviez à Paris, mais pas qu'à Paris. Il faut le savoir, hein, quand on parle de Révolution française, ah oui, Paris. Non. Vous aviez des mouvements à Lyon, à Bordeaux, à Lille, à Strasbourg, à Rennes, à Nantes. Vous voyez, il n'y avait pas qu'à Paris. Quand on dit la Révolution française, ah oui, les Parisiens. Non. C'est une escroquerie historique. Hein. Bon. Mais prenons Paris. Eh bien, à Paris, vous serez peut-être étonné de savoir qu'il y avait là-bas, pendant cette période, 48 sections de sans-culottes. Paris était divisé en 48 arrondissements, si vous voulez, circonscription territoriale. Et donc, les sans-culottes étaient organisés en assemblées, d'accord, les assemblées primaires, et délibérés d'ores et déjà sur un certain nombre de sujets d'intérêt collectif, d'accord. Et je vais vous citer 3 noms, qu'à mon avis, qui mériteraient d'être remis au goût du jour. Vous avez Jacques Roux, vous avez Jean Varlet, et vous avez Théophile Leclerc. C'est qui ces gens-là? C'est ce qu'on appelait les enragés. Là, déjà, les enragés, vous voyez, c'est le qualificatif est très dévalorisateur. Et là, c'est pas un hasard. Hein. C'est pas un hasard. Les enragés, ah oui. Ça a été repris après, d'ailleurs. Hein. Rappelez-vous, les 68 arts comme moi. Hein. Bon, bref. Ceux qui voulaient un petit peu changer les choses, on les appelait, ah oui, les enragés. Là. Bon, bref. Ce qui m'a valu, d'ailleurs, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Bref. Voilà. Eh bien, il faut savoir que ces sans-culottes-là, c'est eux qui ont fait le 10 août 92. C'est eux qui ont pris d'assaut les Tuileries. C'est eux qui ont obligé d'élire la Convention et de laisser tomber la législative, l'Assemblée législative. C'est eux qui ont exigé le suffrage universel. C'est eux qui ont exigé un certain nombre de mesures sociales, déjà à cette époque-là. D'accord? Et j'ai beaucoup d'admiration pour Robespierre. Je lui reproche une seule chose, qui d'ailleurs lui portera beaucoup de tort au 9 Thermidor. C'est que ces assemblées, ces sections de sans-culottes, ces sociétés sectionnaires, elles élisaient elles-mêmes leur exécutif, donc leur bureau exécutif. Et c'est Robespierre et ses collègues, il n'était pas tout seul Robespierre au comité de salut public, hein, ils étaient 12. Hein, c'est un peu facile de tout reporter la terreur, etc. sur Robespierre. Non, ils étaient 12, il ne faut pas oublier ça. Et d'ailleurs, une incidente, hein, je ferme la parenthèse, Robespierre était malade lorsque les principales fournées de guillotine se sont passées. Donc il n'a même pas participé à un certain nombre de votes, si vous voulez, qui conduisaient un certain nombre de citoyens ou de réacs. Hein. Bon, il n'y avait pas que des gens qui ne méritaient pas d'être guillotinés. Hein. Faut pas raconter l'histoire, hein, d'accord. Toute période révolutionnaire, vous savez, il y a des choses qu'on aimerait éviter, mais que malheureusement on ne peut pas éviter. Bon, bref. Eh bien, Robespierre, c'est la seule chose que je lui reprocherai. C'est lui qui a demandé au comité de salut public de faire que les comités exécutifs des sociétés sectionnaires soient désignés non plus par les assemblées, mais par le comité de salut public lui-même. On le connaît pas suffisamment, ça. Et voyez, il me semble que c'est la principale raison, il y en a eu d'autres, hein, son fameux discours du mois de décembre 93, si vous voulez, sur l'être suprême, là.
qui peut être contesté. Voilà, on peut en parler. Hein, on est dans une assemblée de libre pensée. Bon. Et de familles laïques, d'union de familles laïques. Bon, donc, effectivement, être suprême, bon. Mais il y avait aussi un calcul politique derrière tout ça, de Robespierre. 95% des Français à l'époque étaient chrétiens. Est-ce qu'il fallait se les mettre à dos, vous voyez, donc la politique là-dedans peut expliquer un certain nombre de choses, et non pas justifier, expliquer. Bon, bref. Et si le peuple parisien, les mêmes sans culottes, le 9 Thermidor au soir, n'ont pas trop bougé. Vous savez qu'ils se sont rassemblés à l'hôtel de ville. Chaque fois que je passe devant cet hôtel de ville, j'ai une petite pensée pour ça, où il y avait le peuple sans culotte, là. Ils sont restés jusqu'à 3-4 heures du matin, sous une pluie battante. Et puis, comme personne ne veut les mobiliser, ils sont rentrés chez eux. Et entre parenthèses, c'est le moment qu'a choisi le sinistre Barras, thermidorien de première, terroriste de première. Parce que c'est qui les terroristes, hein? C'est pas Robespierre, forcément. Il a sa part de responsabilité. C'était un révolutionnaire, naturellement. Bon, quand vous êtes placé dans des circonstances pareilles, il y a des choses que malheureusement vous ne pouvez pas éviter. Je ne cherche pas du tout à justifier la terreur. Hein. J'essaie de l'expliquer, c'est tout. Mais les vrais terroristes, c'était qui? Barras, Fréron, Tallien, Talleyrand, j'en oublie sûrement. Voilà. Fouché, Carrier, à Nantes. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Les voilà, les terroristes. Et qui c'est les anti-robespierristes? C'est les mêmes. Parce que figurez-vous que Robespierre, lui, il avait très bien vu ce qui était en train de se passer dans les départements, avec ces sinistres personnages. Bon. Et il les avait justement fait tous revenir à Paris pour les sanctionner. Il n'a pas eu le temps de les sanctionner, c'est lui qui s'est fait sanctionner. Voilà. Ils ont été beaucoup plus rapides, beaucoup plus tacticiens que Robespierre. Mais voyez, finalement, la légende noire de Robespierre, on la doit à qui? Ben, on la doit à ces gens-là. Fréron, Tallien, Barras, Carrier, Carnot, le grand Carnot, le soi-disant grand Carnot. Si vous allez visiter, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de ça, parce que je trouve que c'est... Allez voir ça. Alors, c'est où déjà ce truc-là? Comment? C'est dans un musée de Paris, vous avez une fresque qui représente, vous allez vous souvenir peut-être mieux que moi, qui représente Saint-Just à cheval en campagne, dans l'Est, vers Strasbourg là-bas. Et on parle du grand Carnot. Ok, c'était un grand général, je ne discute pas. Mais qui a réorganisé l'armée française en 92-93, notamment sur le front de l'Est, hein, parce que c'est là que les Prussiens, les Autrichiens et les Anglais étaient, hein, d'accord? Bon, eh bien, vous savez que Saint-Just a été guillotiné à 26 ans, quand même. Ça fait réfléchir, quand même. Eh bien, c'est lui qui a réorganisé, dans cette partie-là en tout cas, l'armée française. C'est pas Carnot. Bon, je ferme la parenthèse. Et vous avez donc une reproduction, une fresque, il faut absolument aller la voir. Si ça me revient, je vous dirai où. Bref. Voilà pour, si vous voulez, la grande révolution française. Donc, vous avez vu que s'il y a eu un 9 Thermidor, c'est parce que ce comité de salut public n'a peut-être pas pris toutes les mesures qu'il fallait prendre. Mais que déjà à cette époque, il y avait ces sectionnaires des sans-culottes qui étaient prêts à instaurer un régime beaucoup plus progressiste que la Convention elle-même. Vous voyez ? Et donc c'est là qu'il faut faire une analyse politique, économique, sociologique entre les diverses couches de la bourgeoisie déjà à cette époque. La bourgeoisie girondine, fédéraliste, déjà, je dirais, réactionnaire. Et puis la bourgeoisie nationaliste, la nation, pas nationaliste, la nation révolutionnaire, le peuple de citoyens. Voilà. Parce que la démocratie, c'est ça. C'est un peuple de citoyens. C'est pas un peuple de croyants, de non-croyants, de blancs, de noirs, de non, non. C'est un peuple de citoyens, quelle que soit votre race, votre ethnie, votre philosophie, votre religion. Ce qu'on vous demande, c'est d'être d'accord sur une constitution. Voilà. Et sur un régime démocratique, sur des institutions démocratiques. Voilà. C'est ça la République. C'est la citoyenneté qui compte. C'est rien d'autre.
C'est la citoyenneté. N'oublions pas cette leçon. Bref. Donc vous voyez, même en 1994, on n'est pas passé très loin d'un régime qui aurait pu être beaucoup plus... enfin, ça nous aurait évité Thermidor et tout ce qui a suivi. D'ailleurs, Robespierre, dans son dernier discours, il avait prévu tout ce qui s'est passé après. Le coup d'État de Napoléon, premier, la Restauration, les deux restaurations, et puis ensuite des régimes plus républicains, mais qui ont tout de suite été remis en cause, hein, notamment par le coup d'État du neveu, hein, de 1851 ou 2, je ne sais plus, 50. Bref, il avait prévu tout ça, notre ami Robespierre. Vous voyez, il raisonnait à long terme. Hein. C'était un génie politique. Bien. Qu'est-ce qui se passe après? Après, il faut attendre la Commune de Paris. Alors la Commune de Paris, moi vous savez où j'ai appris son existence, la Commune de Paris? J'étais en 4e année de droit. Bon, je savais ça avant parce que j'étais dans des syndicats, des partis, etc. qui, naturellement, on nous avait bien briefé sur la Commune de Paris, mais le système éducatif en France, je sais pas, j'espère que ça a changé. Hein. Mais de mon temps, la Commune de Paris, vous n'appreniez pas ça, ni au primaire, ni au secondaire. Et j'ai dû attendre la 4e année de droit, puisque à l'époque, la licence était en 4 ans. Bon. Alors cette Commune de Paris, je ne vous ferai pas l'injure de vous la rappeler, mais bon, qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord, cette Commune de Paris? Alors s'il y a un livre qu'il faut que vous lisiez là-dessus, 2, c'est le bouquin de Lissa Garay, la Commune de Paris. Et c'est naturellement la guerre civile en France, de Marx. Et là, vous avez ce qu'a été cet épisode qui a duré 2 mois et demi. Pas plus. Enfin, voilà, même pas de... Effectivement. 72 ans. Presque 2 mois et demi. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette commune? Bon, vous connaissez l'histoire, je ne reviens pas. Mais elle a pris quand même quelques décisions. Vous voyez, je ne résiste pas au plaisir de vous le donner parce que vous allez retrouver un certain nombre de choses là. Si la commune a fait ça en 1871, c'est pas tombé du ciel. C'est qu'il y avait des précédents, tout ce que je vous ai dit. Notamment, il faut démanteler l'État bourgeois, c'est leur langage. Hein. Bon. Et non pas simplement le réutiliser. D'accord? Grande leçon, ça. Y compris aujourd'hui. L'armement du peuple. Ils ont supprimé l'armée de métier, les communards. Par contre, ils ont armé le peuple, les milices. Et vous savez que il n'y a jamais eu autant de sécurité dans Paris que dans cette époque-là. Enfin, c'est pas un hasard. Parce que le peuple des quartiers veillait lui-même au grain, si vous voulez, si je peux dire. Hein. Bon. Ils ont également déclaré l'école laïque. C'est pas Jules Ferry qui a fait ça. La séparation de l'Église et de l'État, c'est pas Jules Ferry, c'est les communards. On l'oublie trop souvent, ça. D'accord? Bien. La socialisation des entreprises, puisque vous savez qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont dégagé à Versailles, hein, et puis qui ont, avec armes et bagages, mais parfois ils ont laissé armes et bagages sur place. Ça leur est arrivé. Eh bien, les communards ont décidé qu'effectivement, ce seraient les salariés eux-mêmes, les ouvriers à l'époque, qui géreraient les entreprises. Et pendant plus de 2 mois, c'est ce qui s'est passé. Bon. Le droit du travail. Ça, c'est pas non plus Clémenceau en 1907 avec le Code du travail. Si je me rappelle bien. Non, non. Le Code du travail, la première législation du travail, notamment l'interdiction du travail de nuit, pour un certain nombre de métiers, ça date de cette époque. Ça date pas de 1881, loi sur les syndicats, les communes, etc. Non, non. C'est de là que ça date. Et même peut-être dans la Révolution de 48, il y avait déjà eu des choses intéressantes. Bon. Le mandat impératif, les communards qui étaient élus, ils avaient un mandat. Et ce mandat, s'ils ne l'exécutaient pas à la lettre, il y avait la révocabilité des élus. Bon. La déprofessionnalisation de la politique, déjà. Le non-cumul des mandats. Tout ça, c'est des acquis de la commune, si vous voulez, qui ont été largement oubliés après, comme vous le savez. Bref. Bon, ça s'est terminé, comme vous le savez, cette affaire-là, avec 30 000 morts, hein, parce que ça aussi on l'oublie, et le plus grand massacre politique du XIXe siècle, en Occident en tout cas. Il ne faut jamais l'oublier, ça, hein, avec, sans compter les déportations en Algérie, en Nouvelle-Calédonie et ailleurs. Bref.
Qu'est-ce qui se passe après? On passe au XXe siècle. La Russie